puisque en 2023, ce serait 30 000 migrants qui ont tenté la traversée illégale de la Manche. Les explications de notre correspondante sur place, Sarah Menaille. En 2023, il serait près de 30 000 à avoir tenté la traversée illégale de la Manche. Selon les dernières données du ministère de l'Intérieur britannique, 20% de ces clandestins entrés illégalement seraient d'origine afghane, mais il y aurait aussi des Irakiens, des Érythréens ou encore des Turcs. Alors ces chiffres sont en baisse par rapport à l'année record qui avait été 2022, puisqu'en 2022, c'était 47 000 personnes qui étaient entrées illégalement sur le territoire britannique. Mais ces chiffres restent quand même très hauts, puisque c'est le deuxième total le plus élevé jamais enregistré ici au Royaume-Uni, donc cette année 2023. Alors depuis son arrivée au pouvoir il y a près d'un an et demi, le gouvernement conservateur de Rishi Sunak avait promis de reprendre le contrôle des frontières du territoire britannique. Stop the boats, c'est le slogan de Rishi Sunak, mais c'était aussi l'une des grandes promesses du Brexit. Alors ces derniers mois, le Premier ministre britannique a nettement durci le ton et durci son discours quant à l'immigration. Plusieurs mesures ont été mises en place, parmi elles le refus d'accorder le droit d'asile à toute personne entrée illégalement sur le territoire britannique, ou encore ce projet évidemment d'envoyer tout clandestin vers le Rwanda. Et ce, malgré le blocage de la Cour suprême ici au Royaume-Uni, le gouvernement veut poursuivre son projet et son accord avec Kigali. Ce qui est certain, c'est que l'immigration s'annonce comme un sujet de la campagne des élections législatives qui se tiendront au mois de mai ici au Royaume-Uni. Marc Hainaut, on voit le Brexit, on voit les mesures à grands coups aussi de communication qui tentent d'être mises en place et pourtant toujours 30 000 migrants qui tentent la traversée. Brexit ou pas, le Royaume-Uni est soumis aux mêmes préoccupations que ses voisins européens, qu'ils soient dans l'Union européenne ou pas, avec peut-être plus de marge de manœuvre parce que non soumis aux réglementations européennes du coup forcément, et le caractère insulaire aussi protège un petit peu plus. Mais oui, en fait, l'immigration est un des sujets de préoccupation numéro un des peuples européens, enfin en tout cas des citoyens de l'Union européenne. On le voit d'ailleurs dans les différents sondages qui sortent, la poussée des mouvements eurosceptiques ou en tout cas plus critiques, plus souverainistes que fédéralistes. On le voit d'ailleurs même en France avec les sondages qui portent Jordan Bardella largement en tête, avec une majorité présidentielle qui est quand même plus de 10 points derrière. Alors on ne connaît pas encore la tête de liste, donc peut-être qu'il y aura un effet de tête de liste, on ne sait pas, mais je ne ferai pas de pari là-dessus. En tout cas, oui, tout à fait, la Grande-Bretagne en tout cas est soumise aux mêmes préoccupations, l'immigration, et c'est un sujet de préoccupation principale. Oui. Michel Taube, c'est vrai qu'on a vu aussi cet été, à grand renfort de communication, annoncer toutes les mesures qui allaient être mises en place. Finalement, ce que nous dit aussi Sarah, c'est que peu de mesures ont été mises en place et qu'une fois de plus, une fois l'effet de communication passé avec plein de mesures dévoilées, tout un package de mesures, quelques mois après, on ne voit pas l'effet là. Il y a beaucoup de mesures que le gouvernement a voulu appliquer et qu'il n'a pas pu appliquer parce que les problématiques de l'état de droit se posent en Angleterre comme elles se posent en France. Et c'est effectivement la justice britannique qui a mis des bâtons dans les roues, notamment dans la volonté du gouvernement d'expulser, dans le cadre d'un accord et en toute humanité, vers le Rwanda des migrants qui étaient venus de façon illégale sur le sol britannique. C'est l'enjeu clé de l'année politique en Grande-Bretagne, de très très loin. Les conservateurs risquent de perdre le pouvoir si l'opinion publique juge qu'il n'a pas réussi à maîtriser les flux migratoires. Il faut aussi ajouter qu'en Angleterre, il y a eu depuis 10 ou 15 ans des flux migratoires considérables qui ont eu un impact énorme sur la société britannique et qu'il y a aussi un contexte culturel qui commence à peser sur la société britannique. C'est vraiment l'enjeu clé de la prochaine élection qui aura lieu courant de l'année 2024. Et tout ça va nous amener évidemment à la loi immigration chez nous. Ce matin, c'était Luc Ferry qui était l'invité de Sonia Mabrouk et il s'est exprimé à ce sujet. Écoutez son avis, pour le coup, assez clair. Je pense que la loi immigration dont on a énormément parlé ne servira à peu près à rien. Parce que les deux sujets majeurs, c'est la non-application des OQTF, donc des obligations de quitter le territoire français, qui ne sont pas appliquées à 93%, vous le savez. Et le deuxième sujet majeur, c'est le détournement du droit d'asile. Voilà. Et donc, c'est pas une question de loi, c'est une question de courage politique. Et puis d'accord avec les pays d'immigration ou d'émigration, pour parler plus correctement. Voilà. Donc, je pense que cette loi ne changera rien et que c'est une question de volonté politique. Et je n'ai jamais vu que cette volonté politique était présente dans ce gouvernement. Olga Givernet, à gauche, on estime qu'elle va beaucoup trop loin, qu'elle est scandaleuse, qu'elle bafoue les droits de l'homme. On entend aussi des voix à droite dire qu'elle ne servira à rien. Finalement, on ne comprend plus. Alors cette loi,
Elle va servir à quelque chose vraiment ? Toute bonne raison de taper sur le gouvernement en place et notre majorité tombe toujours à point. Alors que la gauche dise qu'elle ne servira à rien, enfin excusez-moi, ils ont voté une motion de rejet et n'ont pas voulu débattre. Donc ils n'étaient plus dans la course pour pouvoir discuter des éléments qu'ils auraient voulu voir dedans. J'aurais préféré qu'ils y soient pour avoir un texte équilibré qui ressemblait un peu à quelque chose d'un peu plus de la majorité. C'est un texte que moi j'ai voté. Je ne considère pas que ce soit le texte de la majorité, je considère aujourd'hui que c'est le texte du Parlement. Les événements, et je ne vais pas revenir sur les rebondissements divers, ont fait qu'on est sorti avec un texte qui était comme celui-là. On sentait bien aussi que dans la population, il y avait une attente forte de pouvoir donner des gages de progression sur la gestion de l'immigration. D'ailleurs, au niveau européen, ils sont en train de voter une loi, un pacte sur l'immigration, également pour assurer la coopération entre les pays membres et justement avoir une meilleure gestion des flux. D'ailleurs, on le voit avec les Britanniques, s'ils annoncent aujourd'hui 30 000 pour l'année 2023 qu'ils ont réduit, c'est parce qu'ils ont fait aussi des accords avec nous, la France, et puis avec les pays. Et donc, c'est dans la coopération qu'on va pouvoir gérer ces flux migratoires. On sait que nous, pays d'Occident, on est très attractifs pour différentes raisons, parce qu'on est les pays des libertés, parce qu'il y a une capacité aussi de donner de l'espoir à des ressortissants de pays où ils ne peuvent plus voir cet espoir. Mais on ne peut pas non plus réussir, lorsqu'il y a des personnes qui rentrent illégalement sur notre pays, de pouvoir tous les renvoyer. La question maintenant, c'est de plutôt éviter ce flux que de se retrouver avec des OQTF, vous l'avez dit, qui ne sont pas mis en œuvre. Il y a une priorité, moi j'en ai discuté directement sur mon département, puisque c'est les services préfectoraux qui s'en occupent. Une priorité justement pour tous ceux qui se retrouvent en CRA, en centre de rétention administrative, et qui ont dans leur casier judiciaire des faits, des actes. Et là, il y a une priorité évidemment pour pouvoir les renvoyer. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur les annonce chaque jour. Alors, il ne donne pas les identités, évidemment, mais pour démontrer que l'État est sur le coup et continue cela. Maintenant, on sait qu'on a un nombre d'OQTF aujourd'hui qui est mené. On ne pourra pas les renvoyer tous du jour au lendemain. Ça s'est accumulé malheureusement. Et donc, de pouvoir contenir ce flux, le faire dans un cadre qui est bien défini et déterminé. La droite dit que ça ne servira à rien. C'est vraiment dommage. Enfin, je veux dire, ils l'ont porté au Sénat. Il y a eu des négociations. C'est leur texte. C'est leur texte. Il y a des éléments sur lesquels on n'est pas revenu, notamment l'AME, mais pourtant la Première ministre a dit qu'elle rouvrirait le sujet ensuite. Et il y a d'autres points, notamment sur la question de tout ce qui est passeurs et tous ceux qui profitent de ce trafic d'humains et de cette économie de l'immigration. Eh bien, on a voulu justement être beaucoup plus ferme à ce niveau-là. Donc, dire que la loi immigration ne fera rien, je veux bien, on n'a pas commencé à la mettre en œuvre. Il faut pouvoir lui donner la capacité de donner des résultats et de démontrer qu'on a une politique qui s'est raffermie parce qu'il y a une volonté du peuple. Et moi, je l'entends. Je veux aussi qu'on reste dans ces questions d'ouverture, qu'on fasse la part des choses aussi entre les différentes personnes. Il y a une immigration illégale et puis il y a des ressortissants qui peuvent être accueillis, et cela, on l'a vu aussi au travers du travail. C'est vrai aussi, Naïma M. Fadel, que non seulement on ne sait pas encore ce que la loi va donner, mais surtout on ne sait pas quelle loi on aura à la fin, puisqu'avec la menace du Conseil constitutionnel, je ne sais pas si c'est une menace, mais on voit bien le dernier round qui se joue autour de ça, entre le président de la République qui l'a saisi, Gérald Darmanin, qui le jour où il fait défendre sa loi, où il l'a fait voter quand même, dit aux sénateurs qui l'ont écrit qu'il y a quand même pas mal de mesures pas constitutionnelles. On voit que toute cette petite tambouille politique, elle continue. On ne s'en lasse pas. Je vous écoutais vraiment avec attention, madame, et je vois bien que vous êtes vraiment très enthousiaste à l'idée de cette loi. Mais en même temps, on a tous vu que le ministre Darmanin, finalement, a dit on va saisir le Conseil constitutionnel sur des points. Et la ministre, d'ailleurs, la Première ministre qui a dit ça. Il y a certains points, il faut qu'on voit avec le Conseil constitutionnel. Le président de la République, la même chose. Donc, je vous avoue que je ne comprends rien. Parce que quand vous prenez cette loi, sincèrement, elle ne va rien changer dans le flux d'arrivée, dans même les OQTF, ça ne va pas vraiment changer beaucoup. Et quand vous regardez même beaucoup plus attentivement, vous voyez bien que les traités qu'on a signés, avec notamment les traités européens, seront toujours au-dessus de la souveraineté nationale
Donc en fait, je vous interroge, voilà. Oui, mais alors vous me dites, on va voir avec le Conseil constitutionnel. Non, on ne va pas voir pourquoi avec le Conseil saisi Il est saisi parce que normalement, et je pense qu'il aurait été saisi de manière plus élargie, il faut que le Conseil constitutionnel, qui est l'instance la plus haute, puisse avoir un avis et que nous restons dans l'état de droit. Enfin, pour moi, c'est normal. Si c'est dans ce sens-là, mais on n'a pas eu le sentiment que c'était non, le président de la République a saisi le Conseil constitutionnel sans rien dire. C'est plutôt la phrase de Gérald Darmanin de dire manifestement des dispositions sont contraires à la Constitution. Oui. Bon, alors, et qui puissent donner son avis, et on aura tous les juristes aussi qui ont pu donner leur avis. Mais il y a des juristes éminents qui ont travaillé on va donner la parole. Le texte. On va donner la parole à Sabrina Medjeber et ensuite Marc Hainaut. Alors, vous savez, cette loi immigration, il y a quand même des mesures fortes qu'il faut saluer. Le Sénat s'est battu pour essayer de tenter de la faire voter à l'Assemblée nationale qui a complètement refusé le débat. Il a complètement oblitéré le débat. Moi, il y a quelque chose qui m'interroge beaucoup, en réalité, dans cette problématique de l'immigration, c'est qu'on escamote complètement l'aspect, le postulat culturel et civilisationnel. Il me semble que considérer l'immigration sous simplement l'angle économique, voire même comme une fatalité économique, c'est une grave erreur parce qu'on n'assiste pas à de problèmes ou à des problèmes en France qui sont liés à l'intégration économique des immigrés. On a aujourd'hui des problèmes, on assiste à des problèmes culturels d'enfants issus de l'immigration. L'immigration illégale, elle ne représente pas un réel danger pour la société française. On a cité des chiffres en début d'émission sur, par exemple, les émeutiers. On signale des chiffres sur les enfants qui menacent les professeurs, sur les professeurs égorgés, tout ce qui a attrait, malheureusement, à l'immigration, la surpopulation carcérale. Je veux dire, il y a des sociologues comme Hugues Lagrange dans le déni des cultures, Farhad Khosrokovar dans l'islam dans les prisons, bon nombre, Maurice Berger qui s'interroge sur la surreprésentation des enfants issus de l'immigration dans les CER et les CEF. Et aujourd'hui, on en est à se demander en France, alors faut-il régulariser 3000 personnes ? Enfin, ça me paraît dérisoire. Il me semble que l'assimilation devait être au cœur de ce projet sur l'immigration et n'importe quelle politique aurait dû se saisir prioritairement de la question de la nationalité, ma chère Élodie. La nationalité, elle est corroborée à l'assimilation aux articles 21-24. Vous octroyez la nationalité à des étrangers, donc le droit de vote, donc la citoyenneté, et vous leur faites comprendre qu'ils n'ont pas le droit de choisir la France comme patrie parce qu'ils n'ont de toute façon pas le devoir de s'assimiler. Il se passe quoi finalement ? Eh bien, il se passe que les élus locaux les courtisent et troquent nos gages, comme notre laïcité, et le clientélisme s'installe ainsi d'année en année. Le regroupement familial, c'est une donnée absolument cataclysmique. Je termine là-dessus. Oui, voilà. Il y a énormément de paradigmes anthropologiques qu'il faut absolument comprendre afin justement de restaurer ce que tous les politiques adorent, c'est-à-dire la cohésion nationale. Marc Hainaut. Sur le plan purement de l'application, oui, cette loi ne changera rien. On a parlé des traités européens. Quand la majorité, l'Europe nous parle de gestion de flux, moi j'entends ouverture des vannes personnellement, et c'est toujours ce qui s'est démontré depuis ces dernières années. On a évidemment, quand un gouvernement se bat pour proposer une loi et qu'à la fin, le président de la République et le ministre de l'Intérieur eux-mêmes émettent des doutes sur sa validité, on se dit qu'il n'y a pas une grande volonté de la faire appliquer, en tout cas une volonté de s'en séparer. Lorsque Gérald Darmanin propose une loi qui, objectivement, obéissait idéologiquement au principe de votre majorité et que cette loi a été refusée et que la majorité se retrouve obligée de voter une loi où il y a clairement intellectuellement le principe de priorité nationale qui se pose, pour moi, le seul changement que va apporter cette loi, c'est un élargissement de la fenêtre d'Overton et finalement la levée d'un tabou. En réalité, on voit l'avantage de la majorité, l'avantage du centre, c'est qu'il est soit influencé par la gauche, soit influencé par la droite. Et cette loi immigration a démontré qu'en réalité, le point d'équilibre de la Macronie se situait de plus en plus à droite et que le rassemblement et que ce qui était autrefois des thèmes uniquement chasse gardée du Front National puis du Rassemblement National sont aujourd'hui des thèmes qui sont partagés beaucoup plus massivement. On va s'interrompre et on va terminer cette émission Punchline. Merci à tous les 5 d'avoir été mes invités. Naïma M. Fadel, Marc Hainaut, Michel Taube, Sabrina Medjeber et Olga Givernet. Évidemment, les débats continuent. Sur CNews, vous retrouvez Face à l'info avec Julien Pasquet et ses invités. Et sur Europe 1, c'est Europe Soir avec Cédric Chasseur. Bonne soirée à vous sur CNews et Europe 1.